Bonjour, on va reprendre. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde pendant les travaux pratiques et que vous avez pu vous reconnecter. Alors, l'après-midi est consacré à mardi, les maladies rares digestives, comme vous le savez. Et on va commencer avec Den, dont le nom est Naïm Drid, mais il préfère qu'on l'appelle Den, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, il ne l'avait pas encore vu en face, le chef de projet du centre de référence qui coordonne donc avec moi, Robert Debré, le centre. Et donc, Den, c'est votre interlocuteur privilégié si vous avez des questions, des problèmes, etc. Donc, on va faire une présentation à 4 mains ou 2 voix, comme vous voulez, qui, avec des aspects plus pratiques, va développer Den et peut-être un petit peu plus stratégique. Je vous propose qu'on parle qu'on fasse peut-être le topo et qu'on prenne les questions à la fin, parce que ça va être compliqué compte tenu qu'on est pour la plupart en ligne. Donc, les actualités de l'année. Dans les nouveautés, il y a un nouveau site web, enfin, il n'y a pas un nouveau site web, il y a le même site web, mais Den a proposé qu'on ait aussi une adresse plus simple qui est affichée ici, qui s'appelle mardi.fr. Et c'est Den qui est notre grand chef des sites web, donc je vais lui laisser vous raconter ce qu'il a fait cette année. Alors, bonjour à tout le monde. Je crois que tu peux enlever ton masque, comme ça on te verra mieux. Voilà, il marche. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer par le site web. Alors, on s'est dit que comme on est des centres, c'est les centres de compétences et des centres de référence mardi, c'est plusieurs centres. Alors, un nom qui est plus court et plus facile à mémoriser, qui est mardi en pluriel.fr, va être mieux utilisé par les équipes. Alors, je vais rapidement parler du site, montrer quelques screenshots. Ensuite, je vais vous parler des nouveautés de l'année 2021. Comme le protocole de soins partagés, qui est le fruit du groupe de travail des protocoles de soins partagés de mardi. Je vais vous parler de l'outil TP qui est financé par Fimato. On va parler des publications, du PNDS. Et, ensuite, Jean-Pierre va vous parler des autres actualités. Alors, comme vous le voyez, j'ai mis 2 drapeaux. Ça veut dire que notre site, à partir de cette année, il est bilingue. Il est français et anglais. Alors, je vais vous montrer déjà l'image, le screenshot du site pour ceux qui ne nous connaissent pas et comment nous retrouver. Alors, tout simplement, vous rentrez dans la barre d'adresse mardi avec un s.fr. Vous allez trouver notre site avec toutes les informations, toutes les actualités et les outils nécessaires pour les patients, les associations, les médecins, les collègues et les autres centres mardi. Alors, je vais commencer pour vous montrer comment est-ce qu'on peut trouver un centre mardi pour les personnes qui le cherchent, pour les collègues qui veulent adresser un patient à un centre de référence ou à un centre de compétences. Alors, tout simplement, vous pouvez cliquer sur la partie Qui sommes-nous? C'est le bouton gauche qui se trouve à gauche. Ensuite, trouver cartographie des centres de référence. Alors ça, c'est la façon un peu plus compliquée parce que sur le site en original, vous allez trouver une carte qui est affichée dans la première page et qui est aussi facile à trouver. Alors, quand vous allez cliquer, vous allez trouver la cartographie, c'est la carte de France avec les centres qui sont affichés par région. Alors ensuite, après avoir cliqué sur l'un des centres, vous allez passer au descriptif du centre. Et là, vous allez trouver les contacts du responsable médical du centre. Là, dans l'exemple, on a Dr Gemberg qui est de Lille. Voilà, vous allez trouver toute l'information ici sur le plateau technique du centre, les équipes soignantes, les infirmières, etc. Alors, pour les autres, ça c'est une information pour les autres. Alors, juste, il est extrêmement important de mettre à jour ces informations parce que les contacts, ils changent de temps en temps. Et puis, on a encore des centres qui n'ont pas leur page visible, affichée. Et donc, c'est quand même un petit peu dommage parce que les gens qui veulent vous contacter, ils ne peuvent pas. Effectivement. Alors, pour une information pour les autres centres mardi, alors vous avez cette année un bouton qui s'appelle Accès membre. Et pour avoir des informations qui sont destinées uniquement au centre mardi, il faut cliquer sur cet espace pour passer aux outils qui vous sont utiles. Alors, en cliquant sur ce bouton, vous allez accéder à l'espace mardi. Comme vous voyez, bon, il y a craquement, il y a mardi. Et le nombre qui est indiqué, c'est le nombre de documents, d'outils nécessaires à
dans votre activité. Alors là, je vais vous parler des protocoles de soins partagés parce qu'on a un groupe de travail de protocoles de soins partagés. Et cette année, on a mis en ligne tous les protocoles de tous les centres mardi, en fait, qui étaient d'accord et qui nous ont transmis les protocoles. Alors, en cliquant sur le bouton de mardi, vous allez trouver la partie protocole. Et ensuite, en choisissant la partie qui vous est intéressante, vous allez accéder au protocole lui-même. Par exemple, ici, il y a les soins de cathéter, la nutrition parentérale, la préparation colique, le fer injectable, etc. Et il y a aussi, bien sûr, les autres documents qui sont actuels. Par exemple, on a mis en ligne les recommandations de la société, de sociétés savantes qui étaient liées avec le Covid-19. Alors, comme un exemple, je vais vous montrer un extrait de protocole qui fait partie de l'espace sécurisé. Par mémoire, je pense que c'est le protocole de branchement ou de débranchement du PICLINE qui était publié par, je pense, Paris-Beaujon. Je pense que c'est ça. Alors voilà, ça c'est la nouveauté. Pour avoir accès à cet espace, il faut cliquer le bouton. Si vous n'avez pas de login ou bien de mot de passe, vous pouvez m'envoyer un email à moi. Je pense que vous connaissez mon email, ou bien à Marine Gonzalez de Fimato. Alors, je voudrais en profiter pour remercier le groupe de travail protocole qui a été un des plus actifs de mardi, et donc merci, dont Emmanuel et Dominique qui sont ici aujourd'hui. Et juste les protocoles, pour qu'on soit bien tous d'accord, sont mis avec le souhait des centres. Ils sont nommés, ils sont au titre des centres. Chaque centre met son protocole qu'il veut. Ni mardi, ni personne n'adoube ces protocoles, ne le modifie, ne le change, ne lui donne de tampon, ne le transforme ou ne le met en communication pour dire que c'est le meilleur de la Terre. Les gens qui veulent prendre le protocole de Lille ou de Nanterre ou de je sais pas où, ils le prennent et ils en font, ils l'utilisent à bon escient, à mauvais escient, c'est eux qui sont les juges. C'est de l'information, purement et simplement. Donc, on ne fera pas plus que ça. Par contre, si vous souhaitez mettre des protocoles ou si vous avez besoin de protocoles, et nous, on peut faire le relais et demander dans les différents centres est-ce que vous avez des protocoles qu'on pourrait partager. Là, c'est le début, c'est beaucoup axé parentéral, mais il y a plein de protocoles, surveillance de gastrostomie, je pense par exemple, nous, Jérôme Viala avait travaillé là-dessus, on pourrait les mettre et chacun a travaillé dans son coin. C'est pas la peine. L'idée, c'est que surtout pour les centres de compétences, s'il y a une surveillance de gastrostomie, bah, autant prendre le protocole qui a déjà été écrit par quelqu'un, qui a été réfléchi et pas le reconstruire chacun dans son centre. Ça n'a aucun sens. Voilà. Alors ici, je vous montre la première page de la version anglaise du site. Alors pour passer à la version anglaise, c'est très facile. En haut à droite, vous avez deux drapeaux. Le drapeau français et le drapeau anglais qui signifie en fait, le passage à la langue de choix. Alors ça, c'est intéressant si vous avez des patients qui ne comprennent pas le français et qui doivent passer par un centre pour simplifier la communication. Alors, je voudrais rapidement passer par les projets de recherche parce que vous savez, dans la médecine, c'est important de faire des projets de recherche qui vont faire avancer la science. Alors, dans les maladies rares, c'est difficile parce qu'on n'a pas assez de sujets. Il faut transmettre l'information à tous les centres pour rassembler les bases de données et publier les études. Alors, la liste des projets de recherche se trouve sur le site. Il y a le bouton qui s'appelle projet de recherche en cours. Quand vous allez cliquer sur les boutons, vous allez passer au détail de chaque étude. Alors, rapidement, je vais mentionner les études qui étaient publiées ou bien qui sont en cours de publication. C'est comme par exemple l'étude de Mickey Note, qui est une grande étude nationale. Après, Jean-Pierre va parler de ça. Alors, il y a le syndrome THE qui était publié par Dr Dugelet. Alors, syndrome THE, Emmanuel, on en est où? C'est toujours en cours? C'est en cours, mais il faut le redynamiser. C'est ce que je comprends des signes de tête d'Emmanuel. POCA et étude transversale de la POAC adulte, ça je crois que c'est fini. Anastomosurveille, les ulcérations anastomotiques, c'est fini. Les diarrhées congénitales, mortalité portée par Alexandre Fabre. Je ne sais pas, Alexandre, si tu veux te connecter une seconde pour nous dire où c'en est, éventuellement, si tu es là. Oui, bonjour. Mais normalement, j'en dirai un mot à la fin de ma présentation. D'accord.
DevNP, devenir à l'âge adulte des enfants en NPAD, ça c'est en cours. Et puis GACOL, pardon, c'est un nouveau projet proposé par Rennes, qu'on n'a pas mis d'ailleurs sur la liste, il faudra qu'on le rajoute, et qui est proposé par Alain. Peut-être tu nous en diras un mot aussi tout à l'heure, Alain, si tu veux faire un peu de publicité. Alors, au total de tous ces projets, il y en a une moitié qui sont finis ou finalisés ou vraiment dans les tuyaux. Donc, on peut créer de nouveaux projets, il y a la place. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour créer un nouveau projet, le plus simple, c'est de prendre contact avec Den et puis on vous aidera. Et voilà. Et puis, Den va vous montrer pour les documents. Oui, pour la soumission des projets, alors tous les documents se trouvent sur le site. Vous n'avez qu'à cliquer sur un autre bouton qui s'appelle ressources utiles, ensuite ressources professionnelles, et vous passez dans le dossier des documents type pour la recherche collaborative. Alors ici, vous allez trouver tous les documents nécessaires pour remplir et nous envoyer les documents, et nous, on va les enregistrer. Alors, en général, c'est des études rétrospectives, voilà, qui sont hors le HRD. C'est des études sur les données. Alors, ça, c'est un… Oui, un petit mot de Mikinote, qui est un projet que vous connaissez, qui consiste à recruter des patients, à les interroger sur leurs habitudes alimentaires et à les suivre pendant au moins un an. En fait, c'est entre 1 et 3 ans. Sur le taux de rechute pour voir quelles habitudes alimentaires sont associées aux rechutes. Donc, les inclusions sont finies et on a 1050 malades à peu près, dont un peu moins de 300 enfants. J'aurais bien aimé qu'on dépasse les 300, mais bon, on n'y est pas arrivé tout à fait. Ça marche bien. On va y adosser maintenant une collecte de sel qui commencera en septembre pour essayer d'avoir en même temps le microbiote intestinal. Donc, c'est une étude qui marche bien. Il y a une autre étude que j'avais essayé de portée, mais que je viens d'apprendre qu'elle est refusée. C'était la base de données NPAD qui malheureusement n'a pas été retenue pour financement par la DGOS sur l'appel d'offres base de données maladies rares recherche. Bon, j'espère quand même qu'on en fera quelque chose et qu'on avancera. Un petit mot sur l'errance diagnostique qui est devenue une priorité du ministère de la Santé. Et il y a un projet financé par FIMATO qui vise à essayer de travailler un peu sur l'errance diagnostique, et on a proposé le transcriptome dans les Very Early Onset IBD. Le projet a pris un peu de retard parce c'est de ma faute, hein, tout bêtement, je n'arrive pas à tout faire. Et donc le CRF est en place. Il faut qu'on fasse les aspects réglementaires, et ensuite ce qu'on voudrait, c'est inclure je dirais une trentaine d'enfants pour faire du transcriptome. Le transcriptome se fait sur une toute petite fraction, quelques coupes des biopsies qui ont été faites au moment du diagnostic lors des coloscopies. Et c'est du transcriptome un peu high-tech parce qu'il n'y a pas d'amplification. Et l'idée, c'est de voir si on peut mieux caractériser le Very Early Onset IBD dès le début de la maladie pour savoir lesquels répondent ou ne répondent pas au traitement et avoir un petit aspect un peu pronostique. Donc, c'est dans l'errance diagnostique dans le sens qu'on ne sait pas étiqueter ces malades, s'ils vont être graves, pas graves et qu'est-ce qu'ils ont. Alors, bien sûr, c'est pour ceux pour qui la génétique n'a pas résolu le problème. Voilà, donc on reviendra vers vous pour ce projet qui ce serait bien que tout le monde mette quelques malades, hein, c'est facile, hein, c'est quelques copeaux de lames en paraffine, et puis le CRF, si vous nous envoyez les comptes rendus, on les remplira nous-mêmes. Hein. Voilà. Dans l'enseignement, il y a un petit groupe de travail enseignement, mais qui s'est peu réuni quand même cette année à cause de toute façon, tout a été un peu compliqué cette année. Hein. Et donc, juste quand même, on n'a pas complètement chômé. Vous savez que le DU des troubles de l'oralité alimentaire qu'on porte avec Frédéric Gautran, mais pas que. Il y a aussi Véronique Leblanc, Audrey Lecoufle, Marc Delaïche, Véronique Abadi, qui sont assez acteurs dans ce projet. Ça marche très bien. On a toujours au moins 2 ans de liste d'attente d'étudiants, surtout des orthophonistes. Mais ça se diversifie un petit peu maintenant. Et donc, du coup, on est assez content. Et vous avez entendu des intervenants ce matin qui participent au DU pour la moitié d'entre eux. Et puis, on a mis en place une journée où les maladies rares sont dans le DU de gastro pour que les médecins d'adultes, s'ils veulent se former aux maladies rares,
puissent le faire. C'était à l'initiative de Frédéric, ça aussi. Si vous avez d'autres idées, je pense que les DIU, on n'a pas encore assez travaillé. Je regarde Noël là, les DIU de nutrition, tout ça, on doit pouvoir faire des choses, des connexions et ce serait bien. D'ailleurs, je dirais que Pyramide aujourd'hui va impliquer de comptabiliser les cours et les connexions avec les DIU. Donc, ça peut nous stimuler au moins pour bien répondre à ces appels d'offres. Donc, l'enseignement, il y a des choses à faire dans l'année qui vient. Alors, je vais vous parler rapidement de l'éducation thérapeutique. Alors, pour vous consulter tous les programmes d'éducation thérapeutique, vous pouvez les visualiser sur le site de la filière, c'est sur le site de fimato.fr. Et là, je vais rapidement faire un passage de projets qui étaient acceptés, financés, les projets ETP qui étaient lauréats de financement. Alors, rapidement, c'est l'éducation thérapeutique des patients en insuffisance intestinale avec nutrition parentérale à domicile, qui était porté par Dr Marotte. Troubles alimentaires pédiatriques porté par Madame Lecoufle, qui est de Lille. Alors, le développement du nouveau programme d'ETP chez un patient atteint d'insuffisance intestinale chronique bénigne, qui est porté par le professeur Kio. Maladies rares digestives, de la communication à l'autonomie psychosociale, qui est portée par professeur Joly de l'équipe de Beaujean. Et le développement de l'outil numérique, l'écart de l'imprévu pour l'éducation thérapeutique des parents et proches des jeunes enfants et des adolescents vivant sous nutrition parentale, qui est porté par Dr Dugelet et Madame Florence Libert, qui est l'infirmière coordinatrice. Alors, c'est l'hôpital Robert Debré. Donc, tous ces projets ont bénéficié d'un soutien par le ministère dans le cadre de l'appel d'offres, mise en place ou amélioration des ETP. Et puis, récemment, Fimato s'est affilié à une start-up qui s'appelle Stimulab. Je suis désolé, il y a une faute de frappe dans le texte, et qui va pouvoir nous aider à monter des programmes d'ETP en ligne. Ce qui est assez intéressant parce que d'abord, ça permettra de regrouper l'ETP pour les maladies vraiment très rares où c'est peut-être pas la peine de faire 50 programmes en France. Et puis, éventuellement, on pourra même avoir des programmes communs à l'échelle nationale où chacun se connectera avec éventuellement ses individualités. Donc, ça évitera de multiplier les outils, les choses à faire, etc. Et puis, la troisième chose, surtout pour les patients, c'est que ça permettra de faire de l'ETP à distance. Il y a quand même beaucoup de régions qui sont enclavées. Là, on parlait du Cantal tout à l'heure avec notre chef cuisinier. Mais non, je blague, c'est un joke entre lui, ma femme, et du Cantal, donc c'est très enclavé. Et donc, du coup, l'ETP permet quand même le IETP permet quand même de répondre à ces questions. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à l'ETP parce que c'est trop loin. Donc, j'espère que ça va marcher. Donc, c'est quelque chose qui est débutant. Si vous avez des projets, des programmes, vous pouvez contacter Den, mais vous pouvez contacter aussi Audrey Barbet de Fimato. De toute façon, nous, on renverra sur Fimato puisque c'est un projet, c'est même un projet en fait interfilière. Et donc, on va apprendre et faire tous ensemble. Oui, alors si vous avez des projets, parce qu'on a un groupe de travail ETP, tout simplement, vous pouvez rejoindre notre groupe et proposer des projets d'ETP si vous avez. En fait, le projet ETP, c'est destiné aux projets déjà qui sont déjà développés pour faciliter l'accès et faciliter la gestion des patients. Alors, les PNDS, là encore un peu à l'initiative et avec l'aide beaucoup de Fimato, en particulier Aurélie, qui essaye de faire avancer un peu ces programmes PNDS. On est très lent, on a beaucoup de mal à les faire avancer, mais cette année, quand même, il y a eu des choses qui ont été concrétisées avec le grêle court de l'enfant que Olivier Goulet a plus ou moins finalisé, le grêle court de l'adulte qui est en train d'être finalisé, il y a Noël Peretti qui est en train de finaliser aussi. Non, c'est fini. Les dyslipidémies, les hypocholestérolémies, pardon, oui. Marc Belaïch est en train de finaliser les POAC. Donc, on a l'impression que quand même ça a avancé. Du coup, d'autres programmes ont été proposés par Dominique Guimbert sur le sevrage de la nutrition entérale. Vous savez que c'est un sujet qui intéresse beaucoup Lille ou qui a été beaucoup porté par l'équipe de Lille. Et puis, Emmanuel Mas a proposé de travailler sur les polyposes adénomateuses. Donc, on avance, on a d'autres projets et j'ai l'impression qu'on est un peu sorti de la période un peu creuse des PNDS, qui est un bon résultat cette année. Ça, c'est quoi? Ah, les RCP, je te laisse les RCP.
Alors, comme vous le savez, on a lancé les RCP l'année dernière, alors en plein Covid. Alors, on a deux RCP, alors, qui est l'RCP clinique, mardi clinique et mardi génétique. Pour nous adresser les dossiers, si vous avez des patients qui nécessitent un passage en réunion, alors il faut tout simplement remplir la fiche qui est disponible dans la rubrique RCP du site mardi, mardis.fr. Alors, et vous nous adressez cette fiche plus le PowerPoint à mon adresse email. Alors, par la suite, on va programmer votre patient à la prochaine RCP et bien sûr, on va s'adapter si le patient nécessite un passage en urgence. Alors, en même temps, si vous avez des dossiers radiologiques qui nécessitent d'être revus par les radiologues, on a des radiologues dans nos équipes, alors vous nous adressez ou bien le CD ou bien je vais vous adresser un lien de téléversement pour consulter les dossiers radiologiques en totalité. Alors, les plannings des RCP, c'est les mardis, voilà, pour que ça reste logique, c'est à 17 h. Le planning, il est publié sur le site des mardis. Alors, ils sont organisés en fréquence de deux fois par chaque 2 mois pour la RCP clinique et une fois tous les 2 mois pour la RCP génétique. Alors, quelques statistiques de la RCP de 2020, de cette année-là, de 2021, qui n'est pas encore… C'est notre première année, là on est à 1 an, parce qu'on avait commencé en juillet 2020, donc on a 1 an de recul. Bon, on voit ici qu'on a consulté plus d'enfants que d'adultes. On a vu 7 enfants avec 4 adultes. Et parmi les demandes, la demande qui est plus fréquente, c'est les demandes où il faut préciser le diagnostic et proposer un traitement. Ensuite, c'est les demandes de diagnostic ou bien de traitement pour les patients qui ont un diagnostic déjà établi. Alors, pour les RCP, il y a une petite particularité sur la génétique, puisque en fait, on a une indication de génétique qui est reconnue au niveau national. On s'est un peu battu pour ça. On risque de perdre l'agrément d'ailleurs si on n'envoie pas assez de dossiers. Donc, je pense qu'on n'utilise pas assez les RCP génétiques. Donc, je rappelle que ce qui est ouvert, c'est pour les entéropathies congénitales de l'enfant, du jeune enfant. Donc, on pratique à peu près toutes les pathologies qui nous intéressent. Nous, les pédiatres, hein, les adultes, bon, on peut dire qu'ils commencent plus tôt, hein, à peu près tout. Et du coup, tout ce qui est POAC qui n'a pas eu une mutation du gène de la myosine, pardon, pas de la myosine, mais de l'actine, faut l'envoyer, voir tous les POAC en général qui ne sont pas des syndromes microcolon-mégavessie, toutes les variole onset IBD, qui même anciennes, hein, tout ça, faut écouler les stocks que vous avez. Et du coup, vous pouvez nous envoyer des dossiers avec 1 ou 2 diapos. Vous dites, il a une POAC, il est ça, et puis hop, on le valide. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. On en a validé 40 d'un coup, des indications de POAC. Parce que ce n'est pas la peine de discuter pendant des heures. C'est une POAC, on fait la génétique, point. Donc, simplement, il faut que ça devienne un petit peu une routine, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, n'hésitez pas en RCP génétique à inscrire vos malades, parce que sinon, vous n'avez pas le droit de les envoyer pour séquençage sur le génome. Et donc, il faut la RCP génétique pour tamponner que ce sera bien accepté par les boîtes qui sont Sequoia et Oragène, selon qu'on est au nord ou au sud de la France. Et donc, il faut absolument qu'on fasse ça. Donc, la RCP génétique, j'insiste, ça concerne tout le monde. Tous vos malades en stock dont vous ne savez pas trop ce qu'ils ont, les variole onset, les troubles de l'absorption, les entéropathies congénitales, les POAC, allez-y, vous nous envoyez 1 ou 2 diapos, on les passe et puis vous avez l'autorisation de faire de la génétique dessus. Le lien avec les tutelles, vous savez que ça fait partie aussi des fois des choses sur lesquelles les mardis sont sollicités. Je commence par le plus récent, c'est les financements des poches de NPAD. Il y a des nouveautés parce que la dernière loi de la santé qui date de l'automne dernier avait revu les modalités de financement des poches de NPAD. Et donc, maintenant, les poches vont être prises en charge par la CNAM. Et donc, il y a des questions de financement et donc ces questions sont abordées avec les gens qui font tous les centres agréés de NPAD sous l'égide de Stéphane Schneider que je remercie de piloter tout ça parce que c'est quand même pas très fun. Et donc, il y a des discussions pour parler, pour savoir combien il y aura de catégories de poches avec quel financement. Un petit mot sur Hernica, dont on n'entend pas beaucoup parler finalement depuis la Covid, parce que c'est plus compliqué.
Lyon est un nouveau membre d'Ernica, c'est validé ou pas? En tout cas, il y a eu une demande de fait. Oui, donc c'est validé. D'accord, donc bienvenue à Lyon dans Ernica. Pour faire brève l'histoire, on ne pouvait pas avoir de centre français supplémentaire, sauf s'ils avaient un truc vraiment nouveau. Donc, je t'avais conseillé de mettre les hypocholestérolémies qui n'étaient pas couvertes dans Ernica. Et puis, ça a été bien évalué par Ernica, mais qui se sont dit, oui, mais pour avoir un nouveau membre, il faut aussi faire des mardis en général, l'atrésie de l'œsophage et de l'hernie de coupole. Et donc, vous avez dû compléter votre copie. De ce fait-là, Ernica a dit, OK, c'est un des rares nouveaux membres, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont rejoindre en tant que membres. Et cette liste est partie et remontée à l'Europe, je ne sais pas dans quel bureau, et elle doit être absolument validée sur le plan là purement administratif, estampillé. Voilà. Donc, j'ai eu confirmation, on a une téléconférence avec Ernica que la candidature de Lyon avait été approuvée par Ernica et remontée au niveau des instances européennes pour la valider. Mais ça ne l'est pas aujourd'hui. Et donc, en termes très pratiques, il est comme la réponse formelle viendra après le mois de septembre, vous ne serez pas invité comme membre à Lille. Non, mais bon, voilà, c'est un peu complexe. Donc, à Ernica, il y a eu la proposition de faire une pseudo-base de données. Je ne sais pas trop si c'est une base de données personnellement. Ça s'appelle European Pediatric Surgical Audit, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les chirurgiens, ça concerne quand même surtout beaucoup les chirurgiens, rentrent des informations sur les interventions avec leurs malades et de regarder surtout le devenir et le taux de complications qu'ils ont. L'objectif principal, c'est que les chirurgiens se comparent entre eux pour qu'ils puissent éventuellement faire évoluer leur technique. Bon, je ne sais pas trop ce que donnera cette base qui est censée être commune. Je crois que si vos chirurgiens sont intéressés de rentrer dans la démarche, il faut leur proposer. Si pour les gens Ernica, et si les chirurgiens ne sont pas intéressés, je pense que c'est quand même beaucoup plus limité. J'ai noté ici la réunion à Lille, donc le 30 septembre et le 1er octobre pour les membres de Ernica, et qui sera, je ne sais pas s'il y a un thème spécial, non, c'est la réunion annuelle. Ouais. Ouais. Et puis, juste pour dire, on a fait cette année quand même les guidelines de la maladie de Hirschsprung qui ont été publiés je ne sais plus si c'est fin 2019 ou en 2020. À noter pour ceux qui sont les centres de référence qu'il y a des nouvelles règles pyramides. Tout le monde a reçu normalement ces nouvelles règles, donc il faut s'y plier, il n'y a pas de choix. Et dans ces nouvelles règles, il y a bien sûr que l'activité va être comptée à partir de ce qu'on a rentré dans Bamara. Donc, vous n'aurez plus à dire « Ah ben, j'en ai oublié, je vous les redonne en plus à la fin du machin et je les rajoute ». Aujourd'hui, pour 2021, c'est fini. Il faut vraiment coder toute votre activité et donc suivre vos démarches. On peut vous accompagner, discuter avec vous, mais enfin, ce n'est pas chaque site en général sa démarche. Le coin des associations pour finir. Donc, j'avais proposé aux associations, si elles veulent, de prendre 1 ou 2 minutes pour nous donner les actualités de leur association, s'ils en ont envie. Donc, je vais les faire un par un. Et ceux qui se reconnaissent, si vous voulez vous connecter, vous êtes les bienvenus. L'AFA, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un de l'AFA. Donc, l'association François Petit, vous savez, est partenaire. Et donc, c'est essentiellement le travail qu'on a sur Mikinote, où Anne Buisson est extrêmement impliquée. L'AFA est un partenaire, un investigateur parmi les autres. Je vois Catherine qui est là. Donc, Catherine Carge, à chaque fois, j'écorche votre nom, mais je dois être le seul, qui représente donc la vie par un fil. Oui, allez-y, Catherine. Notre actualité cette année, ça a été d'essayer de faire connaître et reconnaître la nutrition artificielle à domicile, entérale, parentérale, en pédiatrie et adulte. Et pour ça, on a fait une campagne sur les réseaux sociaux et sur notre site. Et on s'est associé avec des sponsors qui nous ont aidés à
à financer cette campagne et qui en même temps la publient aussi sur leur site et sur leur réseau. C'est la grande nouveauté de cette année, effectivement, c'est la communication. Et on a, depuis le début d'année, on a une newsletter mensuelle ça représente énormément de boulot, mais on arrive à s'y tenir. Et on peut s'abonner directement sur la page, la home page de notre site. Le reste, on n'a pas pu faire beaucoup. On a été comme tout le monde, on a été surtout en visio. Voilà. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, Catherine a rapporté son expérience de patiente experte puisqu'elle a fait une formation. Et donc, c'est une ouverture maintenant à des patients pour faire des formations de parents experts. Merci, Catherine. Et donc, si vous voulez nous en dire un tout petit mot dans la démarche de quoi faire, si vous voulez le faire. Oui, cette formation, elle est pour les parents, pour l'intérêt d'essayer de, entre guillemets, capitaliser l'expérience des parents en tant que parents d'enfants avec une maladie rare. C'est nous qui avons été à l'origine et Fimato nous a beaucoup aidés et comme elle intéresse, en fait, elle est généraliste, elle intéresse toutes les filières et du coup, elle a été effectivement déployée sur les 23 filières. Il y a la première cuvée, je veux dire, est sortie la semaine dernière. On était 12 par an et à partir de septembre, il y a une double formation qui va se faire pour justement monter en régime. Voilà. Parce que c'est vraiment, ça intéresse toutes les filières. Voilà. Donc, si vous avez des parents qui veulent devenir parents experts, mais c'est une démarche personnelle et importante et qui a visée collective derrière, c'est-à-dire c'est pour être utile aux autres. Hein. Donc, vous nous contactez, puis nous, on vous renverra sur je crois que c'est Ludivine qui s'occupe de ça, je ne sais plus. Ou directement sur le site de Fimato, on peut s'inscrire. Voilà, directement sur le site de Fimato. C'est des nouvelles opportunités, donc on le redit alors que ça a été dit hier, pour être sûr que… Voilà, on a une nouvelle association cette année qui est l'association française de déficit congénital en sucrase isomaltase. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'association. Donc, c'est une association qui a souhaité rejoindre mardi et à juste titre puisqu'elle est tout à fait dans la thématique. Et leur souhait, c'est surtout de travailler sur un PNDS. Donc, s'il y a un ou des médecins qui ont envie d'attaquer un PNDS sur le déficit en sucrase isomaltase, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter et surtout contacter l'association, puis on fera les choses ensemble. L'association des Hirschsprung, cette année, l'association des Hirschsprung a lancé un appel à projet. Je ne dis pas de bêtises, Dan, c'est ça? Oui, ouais. C'était un appel à projet, on l'a relayé chez nous. Donc, on vous l'a relayé, mais je crois que l'appel à projet est toujours ouvert. Donc, si vous avez des projets de recherche autour du Hirschsprung, allez-y. Puis, comme je vous l'ai dit, on a publié cette année les guidelines pour le Hirschsprung gauche, qui était un guidelines de Hernica, donc européen, beaucoup autour de la chirurgie. Pour les pancréatites chroniques héréditaires, vous savez que Vinciane Rebourg pilote le centre de référence qui s'appelle Paradis. Et Vinciane a mis en place aujourd'hui le PNDS. Elle a été très vite, plus vite que nous sur sa maladie. Et donc, on l'a mis aussi en ligne sur le site. N'hésitez pas à vous en servir pour les pancréatites chroniques. L'association des POAC, peut-être Manon. Voilà, super. J'en profite. Bonjour à tous. Du coup, cette année, ça a été une année très particulière pour nous. Au printemps dernier, on a eu quand même des événements assez tragiques. On a perdu quand même pas mal de nos membres. Donc, et le Covid n'a pas aidé, on va dire, dans l'évolution de nos missions. Cependant, actuellement, on est en pleine refonte du site web. Parce que voilà, le numérique, c'est essentiel aujourd'hui. Et notre site web était un peu à l'abandon de suite des difficultés que nous avions à l'association pour mettre en place ça. Donc, c'est en cours. D'ici la fin de semaine, on va dire qu'il devrait être accessible. Il y a eu la remise sur le marché, en tout cas de l'accessibilité en ville de la trinébutine, qui n'était plus accessible du coup en rétrocession en ville et qui était un très gros problème pour les patients.
Et on fait le cap sur les assises de 2022, que l'on espère devait se tenir cette année, qui malheureusement ont dû être reportées. Voilà, il y a un beau projet avec la vie par un fil sur le vivre avec la nutrition artificielle à domicile qui nous attend. Voilà, merci. Pour lesquels vous serez peut-être sollicité, au moins pour relayer auprès des patients. Pour les polyposes familiales, je vous l'ai dit, Emmanuel Mas a proposé de se lancer un petit peu dans le sujet, voilà, dans un PNDS, avec des adultes, bien entendu. LHF Espoir, je ne sais pas si il y a quelqu'un. LHF Espoir est une toute petite… Chemine, vous êtes là? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Oui, on vous entend, oui. Super. Oui, merci beaucoup. Donc pour LHF Espoir, l'actualité, c'était principalement le lancement des projets de recherche sur le gène MUC18-2 avec Nadine Serve-Bensussan et Grégoire Michaud à l'Institut Imagine et l'Université de Rennes. Et également l'application sur la nutrition parentérale à domicile, qui n'est pas encore lancée, mais qui est en cours de finalisation. Donc, qui vise à aider plutôt les parents dans les soins à domicile, qui a été développé surtout avec les centres de référence pédiatriques et qui le sera peut-être dans un deuxième temps pour les adultes. Voilà, qui est une application et qui sert à l'aide à l'éducation thérapeutique. Et de la même façon, il y a un projet qui vient d'être accepté par Audrey Lecouf, porté par Audrey Lecouf ici à Lille, sur les troubles de l'oralité, avec aussi une application visant à aider le TP. Donc, il y a du dynamisme un petit peu partout et c'est très, très bien. Et donc, la vie par un fil, on a vu. Et puis, on remercie Fimato avec toute son équipe de Power Girl, hein, puisqu'elles sont maintenant 5 ou 6, je crois, et puis pilotées par Audrey, qui nous fait coucou. Donc, merci Audrey et merci à toute l'équipe. C'est vrai qu'il y a une très bonne entente. Vraiment, Fimato mardi, ça se passe bien. On est très contents. Bon, de temps en temps, on s'accroche un peu parce qu'il faut un document. Enfin bon, en gros, quand même, on se respecte et on est très contents de travailler ensemble. Et donc, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Je vais regarder s'il y a des questions sur le chat. Vous pouvez intervenir directement en prenant votre micro, hein, si vous voulez, ou sinon sur le chat. Non, pas de questions? Ok, écoutez, on est un peu en avance, j'y crois pas.